Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous à cet atelier dédié à la tour de contrôle. Alors comme on aime savoir à qui on s'adresse et qu'on aime tout contrôler, je propose qu'on commence par un rapide tour de table en demandant à chacun en fait, de se présenter, de décliner son identité, sa fonction et puis les motivations qui l'ont amené à nous rejoindre à cet atelier. D'accord ? Ça vous va ? Peut-être qu'en fait, c'est pas une très très bonne idée. Ok, oubliez en fait. D'autant que même si on cherche, quand on cherche à tout contrôler, on n'échappe pas au fait qu'il suffit parfois d'un petit rien. Vous voyez ? Un grain de sable, un microbe, parfois même un virus, pour que tout bascule et que un grand nombre d'activités humaines soient en péril dans une une chaîne de conséquences qui a parfois des répercussions qui sont assez considérables. Et ça touche quasiment toute l'activité humaine. À tel point qu'on peut se demander si ça ne fait même pas partie de la condition humaine. Alors plutôt, et puis évidemment, la supply chain n'échappe pas non plus à ce phénomène. Plutôt que parler de façon très stérile de tous ces sujets, je préfère vraiment laisser la parole aux experts, donc David, Benoît, qui sont là et qui vous parleront beaucoup mieux que moi de tous ces sujets. Donc David, alors je vous retrouve juste après. Alors non pas pour un tour de table, oubliez, mais pour une toute petite démo en fait sur la tour de contrôle. Enfin, vraiment 3 fois rien. David. Merci. Donc je vais me présenter brièvement. David Averland, je fais partie du groupe Talent, qui est un groupe international de conseil en innovation et transformation par la technologie. Très rapidement, aujourd'hui, Talent, c'est quelques 5000 consultants qui sont répartis sur les 5 continents. Toutefois, l'essentiel de notre activité, vous en doutez, se passe sur la France. Notre mission est de répondre aux enjeux de nos clients en termes d'efficience, c'est un mot important, et de plus en plus, nous agissons sur la notion de résilience. Donc ça aussi, je me ferai fort de vous en parler si ça vous intéresse après la présentation. En nous appuyant sur 3 métiers, le conseil, bien entendu, l'expertise sectorielle, méthodologique et technologique, et le delivery de projet. Alors sans plus attendre, Sylvain, je vais rebondir sur ses propos, parler de petits bugs, de microbes. Moi je pense vous parler un peu de gros cailloux dans la chaussure, peut-être c'est un petit peu plus gros, mais en tout cas des cailloux aujourd'hui qui génèrent un certain nombre d'impacts sur les chaînes de valeur. Alors, première slide, des risques systémiques inconnus jusqu'alors remettant en cause la mondialisation heureuse. Donc c'est un peu pompeux comme titre de slide. On est confronté à quoi aujourd'hui? Alors si on refait un bref retour sur les 40 dernières années, vraiment un très bref retour sur les 40 dernières années. Début des années 90, ok? Donc j'en enlève 10. Début des années 90, la Pax Americana se met en place. Caricature, financiarisation de l'économie. Okay, deuxième grand mouvement auquel nous sommes toutes les entreprises imprimées. Et qui se solde, on va dire, dans le meilleur des mondes en 2001 avec l'entrée de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Je pense que ça reparle à peu près à tout le monde. C'est un peu le schéma de ces 10 années qu'on a vécues. Donc c'est ce que j'appelle la mondialisation heureuse. Avec la théorie allemande développée par l'Allemagne qui était de dire amenons l'ensemble, travaillons avec les dictatures, je vais dire les démocratures, on pourrait utiliser un certain nombre de mots, travaillons avec elles pour les amener vers la démocratie. C'est le commerce qui amènera la démocratie dans le monde. C'est sûr qu'en 2014, on a eu
depuis déjà un petit caillou qui s'appelle la Crimée, qui a remis un peu en question le sujet. Je pense qu'il n'a pas été pris à la bonne hauteur. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est un petit peu plus compliqué que celui dans lequel on vit. Enfin, on vivait en 2001, ça c'est sûr, mais dont on vit maintenant en 2022. Donc, de dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde en crise, c'est un peu une caricature. Si on prend même 2008, là on va raccourcir encore le délai, la crise des subprimes. On l'a peut-être oublié, mais c'était un quart de la valorisation boursière mondiale qui a disparu en quelques mois. Un quart de la valorisation mondiale. Et aujourd'hui, ces crises, elles se succèdent à un rythme très 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 rapide. Et quand elles ne se succèdent pas, elles se superposent. C'est un peu ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on vit depuis les 2 dernières années. Dans ce monde polycrise, il y a des logiques qui sont structurelles. Alors ici, on parle de supply, et l'un des grands enjeux de la supply chain aujourd'hui, c'est bien sûr les impacts environnementaux. Et aujourd'hui, si on a une crise structurelle au long cours dans le temps à traiter, ça sera les impacts environnementaux. Et le deuxième gros impact structurel, que j'ai un peu, encore une fois avec mes propos caricaturés, c'est le retour de l'histoire. L'économie, c'est un peu la Pax Americana, ce que je vous ai décrit dans un premier temps. Et le retour de l'histoire ou de la géopolitique, certains disent la géopolitique, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc le retour de la guerre, ce qu'on a à nos portes. Alors on en a eu, si je veux être précis, vous avez peut-être oublié, mais la Yougoslavie en 91, qui a pris à peu près 10 ans, le Rwanda en 94. Donc il y a toujours eu des emmerdes, mais très 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 éloignées des grandes logiques, des chaînes de valeur dont nous sommes tributaires. C'était très très loin de chez nous. Et là, ça nous impacte et c'est arrivé chez nous. Le deuxième élément qui est un peu plus conjoncturel, mais que je pense qu'il durera dans le temps, avec ces deux éléments-là, c'est aujourd'hui ce qui est passé de la compétition saine entre le monde chinois et le monde occidental, qui est en train de monter en rivalité forte sous tous ses aspects. Bien sûr, il y a l'impact de Taïwan, vous le savez, mais aujourd'hui, si on se refait l'histoire, avec Donald Trump, je pense que vous vous souvenez de la guerre sur les droits d'entrée, sur les taxes aux frontières, et ça a démarré comme ça. Ça a démarré par l'économie, et on est en train de se diriger vers une logique effectivement géopolitique. Qu'aujourd'hui, un monde qui se cristallise, je pense qu'il y a un retour. Alors, je ne vais pas parler de guerre froide, je pense que vous avez entendu Biden hier qui dit qu'il veut éviter ça. Toutefois, il y a des logiques de zones d'influence qui sont en train d'émerger. Ces zones d'influence, monde occidental, monde chinois, c'est une évidence dans la direction du monde. Mais tout autour de ces deux pôles, d'autres pôles sont en train d'émerger. Le monde africain va émerger parce que c'est l'avenir, c'est la démographie qui nous reste en Afrique. Le reste des continents est aujourd'hui dans la transition. Associé à ces risques, il y a des risques conjoncturels. Alors, je vais être un peu... ça marche pas. Non, ça marche pas, c'est pas grave. Donc, sur les risques conjoncturels, on en a vécu cet été. Je vais revenir sur les risques environnementaux. Il y a eu le manque d'eau. Le manque d'eau, c'est quoi? C'est un impact sur l'agriculture, c'est un impact sur l'industrie, c'est un impact sur l'énergie, c'est un impact sur le transport. Je pense que sur l'énergie, vous avez tous en tête des fermetures d'usines nucléaires. Vous avez en tête la problématique taïwanaise sur les microconducteurs. Ce n'est pas une problématique géopolitique, Taïwan, c'est la sécheresse. Pour faire des puces microconductrices, il faut énormément d'eau. Donc, problématique sur l'eau. Problématique sur le transport, le Rhin. Premier drain en Europe, en partant du Range Nord. Premier drain en Europe. 300 000 tonnes qui transitent par le Rhin en moyenne par an. Cet été, les barges remplies au tiers. Sinon, elles s'échouaient. Impossible. 1,5 milliard de pertes aujourd'hui qui sont à peu près évaluées. Donc aujourd'hui, on a ces risques-là qui existent, qui sont liés à des risques environnementaux qui peuvent arriver tous les jours. Deuxième risque que je vais qualifier de conjoncturel, et je pense que vous en entendez parler tous les jours dans la presse, sont les risques cyber. Aujourd'hui, on a coutume de dire dans la supply chain, la performance de ma supply est toujours égale à la performance du maillon le plus faible. Quand on pense en logistique. Aujourd'hui, votre métier, notre métier, c'est l'informatique. C'est le fil conducteur qui traverse l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc, identifier sur cette chaîne de valeur quel est le maillon le plus faible d'un point de vue logistique, c'est important.
demain, vu sa surface d'exposition, qui est exponentielle, d'avoir en tête le maillon faible cyber, je vais utiliser ce mot-là, va devenir indispensable pour chacun. Aujourd'hui, on est confronté aussi à quoi? Quand on sort de cette logique de risque, je ne vais pas tous les faire, hein, je vais en faire quelques-uns. Hein. On va mettre en évidence le capacitaire aujourd'hui logistique. Là, encore une fois, si on prend 2 pas de recul sur les 2 années qu'on a vécues, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un engorgement, en tout cas un capacitaire qui n'était pas, je vais le dire, qui ne répondait pas aux besoins stricto sensus, qui était celui de la reprise post-Covid. Donc les ports, je pense que vous avez tous ces images du port de Los Angeles, mais il n'y a pas eu que, hein, le pire étant sûrement le port de Los Angeles qui était complètement saturé. Vous avez tous en tête sûrement les prix des containers, parce qu'il n'y en avait plus, hein, les prix étaient exponentiels. Vous avez, deuxième élément de contexte hein, associé à ça, aujourd'hui une problématique des interlands. Hein, quand on est en Europe, nos interlands aujourd'hui ne sont pas assez équipés, notamment sur les transports multimodaux, quand on a à devoir hein, répondre aux enjeux environnementaux. Et il y a un quatrième qui est effectivement évident, qui est le manque de main-d'œuvre. Brexit, 50 000, je crois, 50 000 chauffeurs routiers manquent en Angleterre. Hein. La semaine dernière, Bolloré Logistique qui intervenait aux Assises de la mer, 100 000 chauffeurs en France. Voilà. Je ne sais pas les autres pays, je donne quelques chiffres, mais on est face aujourd'hui à ces manques, en tout cas de manière très factuelle et à court terme. Deuxième élément, on parlait d'informatique, qui est quand même un peu le sujet de ce salon. Aujourd'hui, pas d'infrastructure augmentée. Pas d'infrastructure. On a une discontinuité informationnelle. Hein, ce que montre ce schéma, c'est l'inverse. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. C'est que des silos qui se succèdent. Aujourd'hui, les enjeux sont dans l'interconnexion de données entre ces silos. Demain, réussir à maîtriser sa supply chain de bout en bout, c'est réussir à faire ça. Et c'est compliqué, hein. Je pèse mes mots, mais c'est ça qu'il faut réussir à faire. Bon, tout ça engendre un niveau d'incertitude exponentiel. À quoi il faut ajouter des enjeux de transformation importants et structurants qui sont les vôtres, qui ne sont pas nouveaux. Vous n'avez rien à apprendre en m'écoutant. D'abord, de transition numérique et des potentiels technologiques qui sont à l'œuvre dans vos métiers. Il y en a de nombreux, moi j'en vois 4 essentiels. Les capteurs. Aujourd'hui, les capteurs, c'est la promesse de la digitalisation hein, des capacités physiques. Aujourd'hui, cette transformation, elle est en cours. Et aujourd'hui, c'est une révolution. C'est une révolution double sens, puisqu'elle permettra effectivement les jumeaux numériques, dans la captation de données aussi. Et j'ai envie de dire, le deuxième enjeu de transformation, c'est au-delà de cette captation, c'est comment je vais la digérer, je vais l'analyser et je vais en faire quelque chose. Si on prend 2 pas de recul aussi sur le data-driven, hein, tous, hein, moi j'en ai vendu hein, du data-driven, aujourd'hui, une forme de déception sur le sujet. Néanmoins, on va avoir énormément aujourd'hui de données qui vont arriver, qui vont pouvoir figurer le monde physique et qui vont pouvoir, je vais le dire, sur les processus, avoir un effet de levier très important. Troisième élément, la robotisation et l'automatisation. Je vous parlais de manque de main-d'œuvre il y a quelques secondes. On regarde la pénibilité du travail, du vieillissement des populations, notamment dans nos pays. Hein. Aujourd'hui, on est face à un vieillissement structurel de nos populations. La robotisation d'un certain nombre d'activités va s'opérer. La cobotisation aussi hein, des activités, le fait qu'on va avoir une aide robotique. Ce ne sera pas que des robots, mais une aide robotique pour les humains. Et puis l'automatisation de processus métiers. Je pense notamment à la RPA. Hein. Ce sont des sujets aujourd'hui où, sur un certain nombre de processus, une déperdition de valeur ajoutée, on aura effectivement des effets de levier. La quatrième technologie, pour moi, qui sera disruptive et puis qui sera co-contributrice des 3 autres, c'est la blockchain. Puisque c'est sûrement ce système, hein, qui est une forme de métasystème, qui pourra gérer les interconnexions dont on parlait tout à l'heure, hein, cette discontinuité informationnelle, comment la gommer. La blockchain fait sûrement partie de ces solutions-là, dans le sens où elle a la capacité à préserver, je vais le dire comme ça, le secret des affaires, ce qui est quand même structurant, si on veut effectivement hein, avancer vers des projets plus coopétitifs. La deuxième transformation majeure dans vos métiers, c'est la transition énergétique. Voilà, pas de débat. Aujourd'hui, nous consommons dans nos métiers beaucoup d'énergie fossile. Nous avons besoin de le faire. Il ne faut pas se flageller. Mais il y a une nécessité, effectivement, à aller hein, vers d'autres typologies de motorisation, vers d'autres typologies d'énergie. Les moins polluantes dans un premier temps, avant de se dire on va trouver le Saint Graal et on va rouler à l'eau. Ben, on va évoluer avec l'évolution des technologies énergétiques.
Troisième élément, les attentes sociétales, qui aujourd'hui, effectivement, on baigne dedans désormais, mais je pense que dans un laps de temps relativement court, ce qui est de l'ordre de la, comment je vais dire, de l'incitatif, va changer. Je pense qu'on va rentrer dans quelque chose qui va être... On va nous en demander de plus, on va nous demander de rendre compte. Et je pense que ça va faire une différence majeure. Aujourd'hui, on fait beaucoup de déclaratifs. J'ai travaillé dans les grands groupes. Je me souviens comment on construisait les rapports RSE. Et c'était fait en toute bonne foi. Tout le monde bougeait pour faire avancer le schmilblick, dit autrement. Mais dans le même temps, c'était de la construction très empirique. Je pense que demain, le législateur, il va nous demander autre chose. Il va nous demander de réellement rendre compte. Et ça, c'est un changement qu'il faut anticiper. Enfin, une prise de pouvoir du consommateur. Alors, je l'ai formulé comme ça, la fin de la passivité dans la consommation. Je pense qu'on est témoin tous les jours d'un certain nombre, d'un mouvement, enfin, je vais le dire comment, une forme de militantisme et d'activisme sous différentes formes. La consommation, bien entendu, parfois dans les formes les plus extrêmes. Je pense qu'on a des exemples dans les médias tous les jours. On a même maintenant le monde universitaire qui est un peu, comme l'armée ou le monde policier, qui a une certaine forme de mesure et qui décide de militer. Et donc ça, c'est un impact très très fort pour les entreprises parce que plus vous êtes près du client, plus vous êtes gouverné par des externalités, plus vous êtes gouverné par l'opinion. Et c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est comme ça. Le monde dans lequel on vit est comme ça. Je ne sais pas si vous avez tous vu ces images qui étaient d'ailleurs très dures à voir d'une entreprise qui fait du fromage de chèvre. Vous l'avez pas vu ça? Bon, c'est passé aux 20h. Cette entreprise, donc, c'est une entreprise industrielle qui fait du fromage de chèvre. Donc on a milliers de chèvres qui sont parquées. Et puis, à proximité, il y a des tas de chèvres mortes. Alors déjà, quand on regarde les poulets, c'est pas drôle. Mais les chèvres, je peux vous assurer que l'empathie, quand vous voyez les chèvres, est beaucoup plus élevée. Déréférencé par Carrefour, déréférencé par Auchan, déréférencé par Leclerc, ça n'a pas pris 3 heures. C'est ça aujourd'hui, être gouverné par les externalités. Donc ça, aujourd'hui, c'est pareil. Plus vous êtes proche du client, plus il y a un risque que vous devez anticiper. Alors, dans ce contexte d'incertitude, que faire Et là aussi, pas de solution miracle. D'abord, utiliser ce dont on dispose. Premier point, il y a un cadre qui est donné. Le cadre, c'est le cadre du plan neutralité, dans lequel vous avez, neutralité carbone, excusez-moi, dans lequel vous avez 3 éléments. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Ça parle à tout le monde? Scope 1, les activités directes. Scope 2, l'énergie et la chaleur consommée. Scope 3, ce qui est en amont et en aval de votre métier. C'est là où ça devient... Alors déjà, les 2 premiers, pas évident. Quand tout d'un coup, on va devoir raisonner en supply chain étendue, ça devient d'autant plus compliqué. Donc le cadre existe. Voilà, jetez-y un œil. C'est costaud. Et il y a du boulot. Mais il y a un cadre. Donc appuyons-nous sur le cadre. C'est important. Des moyens à préempter. Ça aussi, ça existe. Aujourd'hui, la France, 85% de transport routier. Je n'ai strictement rien contre le transport routier, vous en doutez bien. Mais c'est 85% en France. Je pense que vous êtes dans le métier, vous savez ce que font nos amis belges, ce que font nos amis hollandais, ce que font nos amis allemands sur le transport combiné. La France, juste pour rappel, et je passerai la balle ensuite à Benoît des Voies Navigables, c'est 8000, c'est le plus grand réseau fluvial en Europe, et le train, c'est un peu plus compliqué. On a beaucoup de voies, mais on a peu de sillons qui sont pertinents. Donc là, il y a un boulot, et je pense que ce qu'on a entendu dans la presse récemment, notamment par les présidents de région, vise aussi à travailler le sujet. Mais le transport combiné aujourd'hui, ça doit faire partie demain de vos réflexions. Aujourd'hui, mettre ça de côté, c'est plus possible. Qu'on soit transporteur routier ou pas, l'avenir sera le transport combiné. Troisième point, une tendance. Alors, relocaliser la production. Moi, j'y crois pas. On ne va pas relocaliser. On va localiser. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, regardez ça sur le site, j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, déjà je pense que j'ai explosé mon temps. Ça va. Le site de la communauté de l'UE, pardon, je vais faire simple, de l'UE, vous avez 12 marchés aujourd'hui qui sont préemptés comme étant structurants, sur lesquels on veut maîtriser. Ces marchés-là, il faut aller voir. Parce que la tendance de ces marchés-là, c'est effectivement de reconstruire des supply chains, on va dire, sur des boucles courtes, sur l'Europe. Donc il faut regarder ces marchés-là.
Donc localiser, oui, relocaliser, non. Ce qu'on a fait un jour en Chine, on continuera de le faire en Chine. Toutefois, vous savez qu'il y a une compétition, j'en parlais dans mes propos introductifs. Aujourd'hui, vous avez en tête normalement les fameuses BRI, Belt and Road Initiative chinoises, qui sont de l'ordre d'à peu près 1 milliard de dollars aujourd'hui, qui ont été investis sur les 10 dernières années. On a tous oublié, et c'est pour ça que je veux l'illustrer, ce qu'a fait le G7. Build Back a Better World. Parce que Build Back Better America, il y a ça, mais il y a Build Back Better World. C'est aujourd'hui à peu près 700 milliards de dollars que le G7 a mis sur la table pour construire un équivalent de l'investissement chinois sur les routes de la soie. L'Europe a rajouté 300 milliards tout récemment dans les Global Ways. Vous retrouverez ça aussi sur le site de l'UE. Donc aujourd'hui, cette dynamique qui existe entre les deux mondes, elle est bien compétitive. Un autre point qui me semble structurant, et je pense que vous l'avez compris dans mes propos, rendre toutes les étapes d'une chaîne d'approvisionnement lisibles et compréhensibles par tous. Alors, c'est un peu une caricature, vous ne le voyez pas dans le détail, mais j'ai trouvé un schéma qui montre la chaîne de valeur simplifiée du textile. Je peux vous assurer qu'il s'appelle chaîne de valeur simplifiée du textile. Quand je me suis amusé à compter, parce qu'il n'y a pas tout dessus, je crois qu'il y a à peu près une centaine d'interventions sur l'ensemble de la supply. Donc quand je parlais d'exposition au risque sur cette supply chain, d'un point de vue purement opérationnel, c'est colossal. D'un point de vue informatique, je pense que c'est colossal au carré. Voilà, je n'ai pas la bonne formule, mais vous avez compris l'idée. Donc aujourd'hui, l'internalisation des chaînes de valeur, elle brouille leur lisibilité, ça c'est une évidence, et rend la traçabilité des responsabilités très complexe. Dans ce que je vous ai exposé juste avant, la traçabilité des responsabilités va devenir structurant. Parce que là aussi, quand on reprend le scope 3 des enjeux environnementaux, où s'arrête et où démarre votre responsabilité en amont, en aval de votre propre entreprise. Donc ces sujets-là sont extrêmement structurants à traiter. D'autant que la capacité de réaction aux menaces, aujourd'hui, elle est faible. Et que la menace ne fait qu'augmenter. Et donc vous avez vraiment cette nécessité, je pense qu'aujourd'hui, à faire cette cartographie rapidement de vos écosystèmes. Alors il faut le faire dans l'entreprise. Je sais qu'on parle déjà dans l'entreprise comment j'arrive à casser les silos. Vous avez de la chance, c'est que vous devez être normalement en train de le faire dans votre propre boîte. Et il va falloir commencer à casser les silos en dehors de votre boîte. Donc tout ça, c'est pour augmenter la visibilité et la transparence, la connaissance étendue de la chaîne de valeur à laquelle on contribue, afin d'en augmenter la coordination. Il y a nécessité à augmenter le niveau de coordination entre les parties prenantes. Passer de la traçabilité logistique à la traçabilité de la chaîne de valeur globale. Alors, pour moi, la traçabilité, c'est toujours là. La traçabilité va être le moyen de réussir ça. Parce que la traçabilité, elle va amener une exigence qu'aujourd'hui, nous n'avons pas dans les entreprises. La traçabilité est extrêmement engageante. Parce que vous avez la valeur de votre donnée ne se fait pas a posteriori, elle se fait a priori. Donc ce qui va sortir de vos systèmes d'information va devoir être pertinent tout de suite. Si vous travaillez un petit peu sur la tâche, je suis navré, je ne sais pas ce qui se passe avec l'écran, je vois que ça clignote. Si vous travaillez avec la data, vous savez aujourd'hui le temps que vous passez à la nettoyer, à la rendre compréhensible, pour ensuite commencer à l'analyser et en faire quelque chose, de sortir de la donnée, de l'information et de la connaissance. C'est un travail titanesque. La traçabilité, c'est un des moyens pour rendre la donnée de qualité a priori et puis a posteriori. Donc là aussi, c'est un sujet de fond. C'est un sujet aussi sur lequel la traçabilité doit permettre, dans une logique end-to-end, et quand je dis end-to-end, ça va des matières premières à la consommation, à mettre en évidence aujourd'hui le gâchis extraordinaire qui existe sur nos chaînes de valeur. Vous connaissez, je pense, ces grands chiffres, c'est le tiers. Tiers de problématique à la production, un tiers de gaspillage, un tiers de gaspillage lors de la diffusion du produit, sa distribution, et un tiers de gaspillage à la conso. C'est le chiffre de l'ADEME, vous retrouvez ça sur l'ADEME, le tiers. Donc aujourd'hui, raisonner toujours en logique de silo, c'est surtout rester dans ce chiffrage-là. Les interconnexions, c'est là où il y a le plus grand niveau de déperdition. C'est l'interconnexion qu'il faut traiter. Alors, pour ça, il faut aussi qu'on change de mindset. Aujourd'hui, ça c'est
le triptyque de la supply qui pourrait être la triptyque de l'entreprise. Hein, d'accord, on ne va pas se mentir. Globalement, on écrit nos business models au travers de modèles opérationnels qui ont vocation à trouver le meilleur compromis entre la qualité, le coût et le délai. Voilà, sur un marché. Et quand on est meilleur sur l'un ou l'autre des pôles, eh ben, on a une différenciation sur le marché, on fait un peu plus de business que les autres. Aujourd'hui, raisonner comme ça, c'est terminé. On n'a pas le choix. Et donc, il faut rentrer dans une logique qui englobe dès vos réflexions en termes sur vos business models et sur vos modèles opérationnels, sur cette logique dans laquelle on a toujours le coût, la qualité et le délai, pas d'ambiguïté, hein, nous sommes des entreprises qui ont vocation à gagner de l'argent, c'est comme ça, et auquel il faut rajouter la responsabilité, la durabilité et la confiance. J'insiste sur le terme confiance. Quand on fait de la supply, c'est la confiance qui fait la valeur. Avec vos partenaires fournisseurs, avec vos partenaires clients. Et ça va devoir monter, parce que vous allez devoir l'inscrire sûrement dans vos processus et dans vos systèmes d'information. Donc comment, la grande question, c'est comment je crée la glue entre, sur des réseaux multi-acteurs, multi-systèmes d'information, qui va permettre de créer ce système de coopération. Aujourd'hui, les technos existent. Ce qui est le plus dur, c'est de rassembler les gens autour de la table. Pour faire ça depuis quelques temps, je peux vous assurer que le plus dur, ce n'est pas la technologie. Le plus dur, c'est de mettre les gens autour de la table en disant on a des intérêts globaux communs qui sont de loin supérieurs à nos intérêts locaux dans notre entreprise. Mais le mindset, c'est facile à dire. Hein. C'est très facile à dire, j'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais c'est ce qu'il va falloir réussir à faire. Il vaut mieux s'entendre, vaut mieux créer des clusters, vaut mieux créer des logiques partenariales que de se les voir imposer. Donc on vous met un niveau d'imposition qui à un moment donné sera non tenable et ça rentrera dans les logiques juridiques et ça sera compliqué. Donc en synthèse, avant de laisser la parole à Benoît, je pense que nos 20 dernières années sur le sujet de la supply, c'était le just in time, c'était peut-être plus vieux que ça. Et ben maintenant, je pense qu'il faut qu'on raisonne au just in case. Hein, parce que les paquets d'emmerde, excusez-moi pour la formulation, mais il ne me vient que comme ça, ils sont devant nous. Hein. Enfin, ils sont là et ils sont devant nous. Donc une supply chain, vous l'avez compris dans mes propos étendus, je pense que c'est le niveau de raisonnement qu'il faut avoir aujourd'hui. Une supply chain qui doit être traçable, responsable, et je pense que le multimodal, et là je zoome vraiment sur la partie française, parce que là on a, je pense, un terrain d'aventure extraordinaire avec un potentiel existant. Là aussi, je reprends les propos de la semaine dernière aux assises de la mer qui avaient lieu à Lille. C'était le patron de Medlink, donc la fédération des acteurs du transport et de la logistique sur le sillon rhodanien, entre le grand port maritime de Marseille et Lyon. 100 000 tonnes aujourd'hui qui passent aujourd'hui par le fluvial. Le potentiel, le capacitaire existant, c'est 400 000. Alors, ça génère pas que des... Il y a encore beaucoup de travail, la logique de service à mettre en œuvre autour de ces sujets-là, mais plus il y aura de demandes, plus on montera le niveau d'exigence sur ces modes multimodaux, plus on aura une performance qui sera importante. Merci de votre écoute. Je vais passer la main à Benoît. Et puis, j'ai oublié le dernier point, mais c'est pas grave, je vais vous saouler. Et je passe la main. Merci à vous. Merci David. Alors, je me présente, Benoît Albin. Donc, moi, ça va être vision système d'information, puisque je suis LADSIN et responsable de la transformation numérique chez VNF. Donc, pour faire la transition de tout ce qui vient d'être dit, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment, au sein d'une direction informatique, on prend en compte un petit peu tout ce qui vient d'être dit et qu'on essaie de mettre en œuvre, ou qu'on projette de mettre en œuvre. Juste un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup VNF. En fait, VNF est un établissement, effectivement, où on gère 6700 km de canaux, fleuves, etc. Donc c'est le plus grand réseau fluvial d'Europe. Et on ne gère pas que ça. VNF aussi a en gestion les infrastructures qui sont sur le réseau fluvial. Donc c'est quand même plus de 4000 ouvrages en maintenance, en gestion, etc. C'est 40 000 hectares en fait, de terrain qui sont contigus aux voies d'eau.
donc qui sont en partage avec des entreprises, des collectivités, mais qui sont en gestion de VNF. C'est aussi en fait du locatif, donc puisqu'on a quand même 1200 maisons éclusières qu'il faut entretenir, qui sont plus forcément en gestion qui sont plus en location par les personnes de VNF, puisqu'il y a de moins en moins d'éclusiers. Et donc ça devient de la location. Donc voilà, c'est juste pour vous situer un petit peu ce qu'est VNF. VNF a 3 missions, et ça c'est important en fait au niveau du service public. C'est effectivement promouvoir la logistique fluviale, un des éléments forts de VNF, mais c'est aussi concourir à l'aménagement du territoire. Alors c'est vrai que en France, comme un peu partout ailleurs, en fait, il y a énormément de villes qui se sont construites autour des voies d'eau, et en fait, toutes les voies navigables traversent un petit peu tous les territoires, et on est en partenariat avec les collectivités, avec les villes, etc., pour développer justement ces territoires. Et un élément qui est super important, David en a parlé tout à l'heure, c'est la gestion de l'eau. On l'a vu cet été. Voilà, comment assurer le transport de l'eau, comment gérer de temps en temps aussi les crues. Voilà, tout ça, ça fait partie en fait des missions de VNF. Pour ce faire, on est sur tout le territoire. Là, vous voyez les 7 directions territoriales qui sont très près en fait du terrain, et ça fait on a à peu près 4000 agents sur le terrain, avec une particularité des agents publics d'un côté, des agents privés de l'autre. Donc une multitude de données différentes, d'applicatifs différents, etc. Quand on va parler de la donnée, vous verrez que ça a des impacts. Ce qui est intéressant, c'est VNF est dans un contexte où on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que forcément, en fait, on va parler d'écologie, on va parler de transition énergétique, on parle demain, on va parler des Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture qui va se passer sur la Seine. On a parlé cet été, et David en a parlé, des gros problématiques qu'il y a sur l'eau, qui va devenir dans le temps une ressource essentielle, et VNF est le plus grand distributeur d'eau en France par rapport à ça. Donc voilà, c'est un contexte qui fait que VNF, qui dépend aussi du ministère des Transports, en fait, notre ministère de tutelle, a souhaité que VNF se transforme très rapidement et se modernise pour apporter en fait les services attendus autour de la voie d'eau. Je vous avoue que moi, ça fait 12 ans que je suis chez VNF. Quand je suis arrivé, VNF, c'était pas ça en fait. C'était vraiment secteur public où on est là pour répondre, mais juste répondre en fait. Donc là, il y a une forte attente pour développer des services, pour être présent et pour ne plus être que le gestionnaire de la voie d'eau. Et ça, c'est important. Donc sur la DSIN, sur la DSI, en fait, sur l'informatique, voilà, donc on s'est posé, on s'est dit aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup d'informatiques qui sont dans le même cas de figure que nous, on a une DSI qui est centrée production, ou qui était centrée production. C'est-à-dire on a des applicatifs qu'on maintient, qu'on fait évoluer au fil du temps. C'est-à-dire on ne peut pas en rester là. Voilà. Et je pense que ça, c'est un élément structurant qu'il faut que toutes les DSI prennent en compte. Voilà, il faut changer notre business model, c'est dur à dire. Et donc, nous, on est parti pour une logique de service. Alors, c'est vrai que ça fait un peu le lien avec Intersystem, où quelque part, on se dit, voilà, comment on va travailler sur les services, comment on va travailler sur la data, comment on va travailler pour être beaucoup plus actif, pour répondre au mieux aux besoins du client et construire avec le client ces services, avec les clients, avec nos collaborateurs, avec nos usagers, développer ces services attendus. Gros projet, je fais rapidement, mais projet de transformation numérique, on l'a fait autour de 3 actifs. Et je pense que ça, c'est important, c'est que quand on m'a donné la mission il y a 3 ans et demi maintenant de reprendre ce chantier de transformation numérique, c'était la feuille blanche. C'est de se dire sur quel axe
Et par rapport, bien sûr, on a tous les éléments stratégiques qui sont poussés par nos directions métiers, qui sont poussés par la direction générale, qui sont poussés par notre ministère de tutelle, avec ce qu'on appelle un COP, un contrat d'objectifs et de performance. Donc, on a des attendus, mais comment les matérialiser, comment faire des programmes pour pouvoir avoir une cohérence dans notre démarche. On est parti autour de 3 actifs qui sont le collaborateur, l'usager et notre patrimoine. Bon, c'est un peu bateau, mais quelque part, c'est important de travailler sur ces programmes parce que quelque part, ça nous donne en fait un sens à tout ce qu'on va développer. Et vous voyez au milieu, en fait, ce qui est important, et c'est aussi l'objet de l'intervention aujourd'hui, c'est que pour s'appuyer pour ce développement, cette transformation numérique, vous avez un système d'information. Et ce qui est essentiel dans ce système d'information, c'est vraiment la data. Maintenant, je pense que tout le monde va en parler, et c'est devenu, David en a parlé tout à l'heure, on a une data, et bien souvent les entreprises ont énormément de data. Par contre, l'exploitation qu'on en fait, elle est très minime. C'est notre plateforme d'interop, parce que la data toute seule, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir échanger avec l'interne, échanger avec l'externe, échanger avec nos partenaires, etc. Et ça, c'est le cœur de notre système d'information. Alors, je vais reprendre par rapport à nos actifs, en fait, comment on développe, on les a développés. Alors, par rapport à l'usager, en fait, et c'est ça qui est important, et je pense que beaucoup d'entreprises sont dans le même cas que nous, certainement, c'est que voilà, la première chose qu'on a fait, c'est déjà de déterminer nos populations d'usagers. Je peux vous assurer qu'à aujourd'hui, là, ce que je vous montre là, on est aux prémices. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, c'est plutôt un gros silotage pour nos usagers, c'est-à-dire que les agents, enfin les usagers de la plaisance, eh ben, ils ont leur application plaisance, ils se connectent pour aller chercher leur vignette plaisance avec un login, avec un password, et c'est siloté. Les gens du fret, eh ben, c'est la même chose, ils ont une application pour déclarer leur voyage et un login, un password, donc une base de données propre aux usagers. Et nous, mais quelque part, on se dit, si on veut offrir des services et partager ces services autour peut-être d'un portail unique, c'est ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, où la personne, elle va se connecter uniquement avec un login password et elle aura accès en fait à tous les services dont elle a besoin pour pouvoir interagir avec VNF. Que ce soit par exemple, parce qu'on en a, hein, des usagers qui sont à la fois occupants de la voie d'eau, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être des quais de chargement, donc ils ont avec nous en fait des conventions pour occuper ces terrains, et ils font aussi de la navigation. Et ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui ces personnes en fait ils ont accès à 2 services différents pour gérer leur activité. Donc ça, c'est quand même quelque chose de primordial. Je pense aussi que quelque part, quand on aura en fait la définition, ce qu'on veut derrière en fait travailler, c'est voilà, en fonction de chaque usager, quel service on veut apporter à ces usagers. Qu'est-ce qu'on va développer autour de ça. Donc on a les étapes que j'ai mis un peu sur le côté, c'est qu'on est en train de désiloter. On est en train de travailler sur une approche référentielle, c'est-à-dire que on n'aura plus qu'une base de l'ensemble de nos tiers, de nos usagers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et après, c'est aussi la gouvernance qu'on en fait de la data. Et ça, c'est un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les métiers ont du mal en fait à s'approprier en fait la qualité de la donnée, ce qu'on disait derrière. Aujourd'hui, c'est plutôt l'informatique qui gère. Mais nous, on n'est pas métier, quelque part. Et cette qualité de la donnée, c'est véritablement une gouvernance métier qui doit avoir. J'ai mis des petits exemples tout à l'heure, sur le côté, en fait, avec 2 exemples .py en fait, qui sont des partenaires qui travaillent avec VNF, justement sur toute la partie, en fait, usage de la voie d'eau.
Et c'est intéressant parce que quelque part, au travers d'expériences comme ça nous démontre aussi ce qu'ils attendent de VNF et ce qu'ils attendent des services qu'on pourrait leur offrir. C'est-à-dire que Point Pay, il a par exemple sur l'axe Seine, il a des points en fait, des magasins un peu éparpillés partout. Et pour ces livraisons, en fait, c'était les camions qui vont dans Paris pour livrer tout le matériel. Aujourd'hui, ils ont pris le parti d'avoir les quais juste à côté de leur magasin et pouvoir utiliser la Seine et la voie d'eau pour leur livraison. Pareil que Ikea, en fait, ils ont plusieurs points autour de Paris et quelque part, ils utilisent la Seine pour le transport. Et les derniers kilomètres se feront avec des camions électriques. Donc on est véritablement sur une approche différente du transport en profitant en fait des infrastructures. Encore faut-il effectivement que VNF soit présent pour offrir ces services, puisque quelque part, c'est toujours galère de pouvoir, quand on va parler de report modal, c'est-à-dire c'est la donnée. Je peux vous donner d'autres exemples. On a fait des expérimentations avec les ports de Rouen, avec les ports du Havre. Aujourd'hui, si vous voulez, un bateau qui arrive du maritime avec ses conteneurs, ils sont déchargés soit sur des camions, soit sur du fluvial. Aujourd'hui, quand c'est repris par le fluvial, la personne qui va transporter ces conteneurs, elle est obligée de se reconnecter sur les applications de VNF pour déclarer son chargement de marchandises avec son itinéraire, etc. Puisque la redevance, elle est calculée de cette façon-là. Aujourd'hui, on a fait plusieurs expérimentations pour que la donnée, elle vient du maritime, elle est dans le port. C'est juste du transfert de données qu'on fait et ça évite de la ressaisie. Bon, c'est un petit exemple. Mais tout ça, c'est des choses qui n'existent pas ou qui existent très peu. On était très récemment sur un colloque qui s'appelle Vers le fluvial, où il y avait la SNCF, les ports maritimes, il y avait en fait les acteurs du transport. Et ça, c'est un point crucial à aujourd'hui qui a été évoqué, où tout le monde en parle, que ce soit, puisqu'on a des partenariats avec avec la SNCF, pardon, et on a des partenariats avec les ports, avec notamment par exemple Aropa sur la Seine ou avec les ports maritimes, avec Marseille, avec Dunkerque, etc. Aujourd'hui, il y a des vœux de travailler ensemble. Encore faut-il le construire, quoi. Bon, je vais aller vite. Dernière minute. En fait, c'est l'actif usager, l'actif collaborateur. En fait, voilà ce qu'on est en train de développer. C'est qu'aujourd'hui, vous avez encore énormément d'ouvrages qui sont manuels. Vous avez encore énormément de gens sur le terrain. Donc, il y a une nécessité d'automatiser un peu tout ça. Donc, ça veut dire, on parlait tout à l'heure d'IoT, on parlait de capteurs, on parlait d'automates. Aujourd'hui, on est en train de ce qu'on appelle construire des PCC, des postes de commandement, où l'ensemble d'un linéaire sera téléconduit à distance avec des murs d'écran, etc. Donc, tout ça... ça veut dire qu'il y a une multitude de données qui doit arriver en fait sur ces postes, que ce soit en fait de la vidéo, que ce soit les capteurs pour pouvoir alimenter ou pour pouvoir télégérer l'ensemble des écluses. C'est aussi les données d'eau, des capteurs qui nous permettent de travailler sur les hauteurs d'eau. S'il n'y a pas assez d'eau dans l'écluse, ça ne fonctionne pas. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, quand les personnes sont sur le terrain, en fait, ils vérifient par rapport à des échelles ou des choses comme ça. Demain, ce sera via des capteurs et des partages de données, en fait, qui arriveront directement sur ces postes de commandement. Donc, encore une fois, tout ça pour démontrer, en fait, l'importance d'avoir, en fait, ces plateformes de données qui réconcilie de la donnée, en fait, qui soit de la donnée informatique industrielle, moi ce qu'on appelle chez nous de l'informatique industrielle, qui sont des données en fait de l'IoT, des capteurs, etc. Et les données en fait de gestion, qui sont aussi les données, par exemple, de voyage. On a des données qui viennent d'antennes, ce qu'on appelle les antennes AIS, pour géolocaliser les bateaux. C'est-à-dire qu'on est capable de suivre les bateaux en fait à distance, voir quand est-ce qu'ils vont arriver au niveau d'une écluse, etc. Donc
On va aussi optimiser justement ces transports pour dire, voilà, on est capable d'avoir une communication avec le bateau en disant ralentissez par rapport à ça, parce qu'il y a déjà X bateaux qui sont près de l'écluse, donc quelque part, par rapport à votre temps, c'est mieux d'arriver à telle vitesse et à telle heure. Voilà, donc tout ça sera permis parce qu'on est sur une plateforme qui est en train de centraliser l'ensemble de ces données. Bon, je vais aller très vite sur des exemples aussi. On est en train de travailler aussi, et je pense que ce qui est important aussi, on parlait de technologie, on est sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, sur des petits exemples, on est en train on a mis des caméras sur les bateaux et on est en train de faire un peu comme du Street View, mais là, on est en train sur nos canaux, en fait, d'avoir l'ensemble de notre linéaire en vidéo. Ça nous permettra, en fait, de travailler, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que quand on fait de la maintenance sur nos canaux, on a ce qu'on appelle sur le côté les pattes planches, qui sont les bords, en fait, de la voie d'eau sur les canaux. C'est souvent en fer et vous avez de l'érosion, et donc tous les autant de temps, en fait, il faut avoir une maintenance sur ces ouvrages. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est en maintenance sur la voie d'eau, il fait 5 km par jour. Donc vous imaginez, on a 6700 km x 2 parce qu'il y a les deux côtés. Vous imaginez combien de temps il faut pour vérifier, en fait, l'ensemble de nos linéaires. Avec en fait ces bateaux qui vont aller sur l'eau et qui rapportent de l'image connectée. En fait, avec l'image, on en sera capable, en fait, de déterminer notre maintenance prédictive et savoir où il faut aller intervenir sur les ouvrages concernés. Et je vais finir par un dernier exemple qui est aussi intéressant, qui est la mise en place des bornes eau électricité le long de notre parcours. Aujourd'hui, on avait des bornes qui étaient purement unitaires, et où quelque part on arrive devant la borne et on paye presque, il y a même des bornes où quelque part les navigants devaient aller dans un endroit pour aller recharger leur carte et arriver devant l'ouvrage pour pouvoir recharger, en fait, c'est le contenu de sa carte pour pouvoir accéder aux bornes. Aujourd'hui, tout est interconnecté, nos bornes, on les déploie et tout est géré en national et tout est géré à distance. Ce qui permet également pour un navigant de vérifier et de pouvoir réserver très longtemps à l'avance sur son parcours la borne concernée, pouvoir la réserver, de savoir si elle est disponible, etc. Des exemples comme ça, on en a plein. C'est juste pour finir, donc c'est que quelque part, on a une multitude de données, une multitude de services attendus. Je pense qu'il faut concilier les deux. C'est qu'on a besoin de toutes ces données, de les centraliser et de pouvoir, en fait, les exploiter au mieux pour répondre aux services à la fois en interne de nos collaborateurs et de nos usagers. Merci. Merci beaucoup, Benoît, pour ce témoignage qui, je l'espère, vous aura donné un aperçu de l'importance de la data et donc de l'interopérabilité et de la diffusion, de la bonne canalisation, pour rester en méta sur ces données, qui est au fil de l'eau. Voilà, j'arrête là. Notre temps imparti a disparu, c'est pas grave. Merci David pour aussi ton éclairage international et européen sur les enjeux de la supply chain. Je vous avais promis une démo, je n'ai pas le temps de la faire. On est sur le stand, on est exposant en F22. Donc je vous invite à nous rejoindre pour avoir cette démo de tour de contrôle. Je vais vous en donner un très très bref aperçu en 30 secondes, puisqu'on a déjà débordé sur le temps imparti. Puis juste avant, méditer ce petit texte qui nous vient de l'Antiquité, donc oser, en fait. Alors n'osez pas tout, puisqu'il y a des dialogues d'Audiard qui disent aussi jusqu'où arrivent les limites quand on ose tout. Mais Sénèque a pensé ça, et je pense que c'est aussi des choses qu'il faut mettre en œuvre. David a expliqué que la technologie était disponible
pour effectivement être en capacité de vous faire toucher du doigt la vertu de la tour de contrôle. Alors en 3 mots, une tour de contrôle, ça peut être, je ne sais pas s'il y a des manufacturiers parmi vous. Alors j'ai pas eu le temps de faire un tour de table, mais c'est peut-être l'occasion. Donc les manufacturiers, on aimerait avoir ici des vues temps réel de un site de production sur 5 sites de production en Europe. Donc comme je n'ai pas le réseau, donc on va potentiellement aller directement sur Paris pour décider que s'il y a une machine qui s'arrête, on voudrait le voir en temps réel. Donc si je ferme si je coupe une machine, alors une machine c'est quoi? C'est potentiellement ici en fait des appareils qui remènent énormément d'informations en IoT en fait, chaque machine a des capteurs qui donnent la température, la pression, les vibrations, etc. Et donc évidemment avoir tout ça en détail, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on peut ici avoir le data flow qui nous dit pourquoi pas montre-moi toutes mes données au format MQTT. Et là, c'est ce que capte Iris. D'accord ? Donc en temps réel, on a des capteurs qui, sur le protocole MQTT, donc un protocole de messagerie, peu importe au sens télémétrique, mais aussi en OPC UA, donc d'autres Open Connectivity, en fait en United Architecture, qui nous donnent des informations en temps réel sur chacun des équipements d'une chaîne de production sur ici 5 sites répartis en Europe. Et en fait, si on... Ça ne nous intéresse pas, ce qu'on veut, c'est avoir la vue haute. Mais la vue haute elle-même doit nous donner des informations sur le TRG, le taux de rendement global, etc., OEE en anglais, performance, qualité, etc., d'autres informations. La maintenance prédictive peut nous donner aussi ses vertus en disant que, effectivement, à Darmstadt, si ça s'est bien passé, c'est parce qu'on a fait une vraie maintenance prédictive. Donc en fait, ce qui s'est bien passé, c'est qu'on a des pannes inattendues qui sont en régression, donc c'est plutôt positif. Mais on peut aussi avoir intérêt à voir en temps réel ce qui se passe, par exemple, à Paris, et puis dire, si j'arrête un site, encore une fois, je vais le savoir tout de suite. Et quand je reviens dessus, j'ai une alerte qui me dit qu'il y a la machine 5 à Paris qui s'est arrêtée. Je peux avoir un workflow là-dessus. C'est-à-dire que je peux avoir un être humain qui intervient et qui dit, voilà, le 15 novembre à 15h54, voilà, donc on a vraiment débordé. On peut avoir un être humain qui décide de faire une opération mineure ou au contraire de commander une pièce de rechange. Et s'il commande une pièce de rechange, automatiquement, on va avoir besoin aussi de suivre cette pièce de rechange. Autrement dit, d'avoir une capacité à trouver, toujours en dashboard, la diffusion de ces pièces de rechange, que ce soit pour une commande à un client final, en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Donc là, on a la volumétrie globale. Alors, je n'ai pas dit qui on était, mais c'est une manufacture ici dans l'exemple de construction de radars. Vous savez, pour faire un petit peu de mise en abîme de la démonstration, de méta, de dire on construit des radars aussi qui gèrent les tours de contrôle. Et donc ces radars sont vendus dans le monde entier. Il y a potentiellement des issues, des problèmes sur les ventes. Et donc on va être en capacité aussi de pouvoir proposer sur chacun de ces incidents, de déclencher des process, en fait, des process métiers. Et c'est là où vraiment vous êtes sur la construction de votre tour de contrôle. Le process va vous donner potentiellement des actions correctives. Donc une issue, c'est aussi une opportunité, qu'on peut transformer un problème en opportunité en disant Iris, là, dans ce cas, mais c'est pas Iris, c'est votre process. C'est vous qui l'avez développé. On le déclenche simplement depuis le dashboard et on vous propose des options avec une option recommandée, un impact sur le client, etc. On peut accepter et puis faire tourner ce process et considérer que l'issue est levée. Mais on va pouvoir faire la même chose sur les shipments et de pouvoir ici avoir une vue des problèmes prédits et avoir de la même façon la capacité sur chacun de ces flux à avoir là où a lieu le problème, la capacité de faire tourner une autre analyse sur les shipments. Et puis, évidemment, le NEC plus ultra, c'est d'être capable de pouvoir faire du prédictif sur les stocks, de pouvoir aller sur un site, sur un stock en particulier, et pouvoir effectivement faire de la prévision par rapport au seuil de réapprovisionnement, etc., sur les commandes vendues. Voilà, je m'arrête là, puisqu'on a largement débordé, j'en suis désolé. Et si vous voulez avoir une suite et un peu plus profonde sur la démonstration, encore une fois, nous sommes en F22 jusqu'à demain soir. Merci à vous.